bien que ça paraisse étonnant, eh bien c'est le premier Fast Five qu'on fait sur un Grand Prix en Australie. Alors autant vous dire que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas mis la tête à l'envers à 6 h du matin. J'en connais qui sont revenus de boîte pour regarder le Grand Prix. Je n'en fais pas partie évidemment. Enfin bref, 5 réactions sur le Grand Prix d'Australie 2022 de Formule 1. C'est parti. On commence avec la première réaction, on va parler de Charles Leclerc et de Ferrari qui s'envolent. Le Monégasque a été absolument intouchable en course, vraiment au-dessus de la mêlée purement et simplement. On peut juste aller lui attribuer la petite alerte, la petite erreur en prenant un petit peu trop large en sortie de dernier virage. Du coup, en fait, il a un petit peu sali ses pneus et il n'avait plus aucun grip pour faire une bonne relance de deuxième safety car, je crois. Bref, sinon, il a bien géré ou plutôt bien absorbé le marsouinage parce qu'il s'en est pris quand même plein la tête. Autrement, parfait quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le hat-trick, donc c'est-à-dire pole, victoire, meilleur tour en course. Il en avait encore sous le pied, donc autant vous dire qu'il vient de mettre une claque. Alors du coup, ça veut dire que c'est quand même un premier gros break sur Carlos Sainz. Je pense que personne n'est dupe, Ferrari a toujours été plutôt tourné vers Charles, même lorsqu'il est arrivé en 2019 aux côtés d'un Sébastien Vettel qui était plutôt installé. Donc je pense que personne ne sera surpris si on commence à favoriser un petit peu plus un Charles Leclerc. Est-ce qu'il en a besoin pour autant aujourd'hui? Je pense pas pour l'instant. Est-ce que c'est encore un petit peu tôt de penser un petit peu comme ça? Oui, peut-être, la saison est encore super longue. Je vous rappelle qu'on a encore 20 Grands Prix à disputer. Mais bon, forcément, ils vont avoir besoin de Carlos Sainz pour le championnat constructeur. Carlos a été plutôt bon pendant le vendredi. On avait plutôt un bon espoir. Mais il y a eu le drapeau rouge à quelques mètres de finir son premier run en Q3 qui l'a mis dans une première sauce. La deuxième sauce, c'est un problème de volant au départ. Je crois que les boutons n'étaient pas réglés sur les bonnes positions et certains boutons n'avaient pas l'air de spécialement fonctionner. Alors du coup, il était à 2 doigts de caler sur la grille, il a pris un très mauvais départ, il s'est retrouvé dans le trafic et boum, il a essayé d'optimiser un dépassement sur la chicane rapide et c'était le bac à gravier, terminé, au revoir. Alors vous voyez, ça va très vite. Rien peut vraiment absolument tout changer et j'ai l'impression que on voit beaucoup ça depuis le début de cette saison en règle générale chez toutes les équipes que vraiment, s'il y a la moindre petite erreur, c'est la catastrophe, quoi. Bon, alors ça n'empêche que leur poursuivant direct, les Red Bull, sont quand même aussi un petit peu dans la sauce, notamment avec le moteur. Encore une fois, Verstappen a été incapable de se rapprocher de Charles Leclerc pendant la course. Les pneus en fait se détruisaient littéralement dès qu'il était un petit peu proche ou dès qu'il essayait d'attaquer Charles. Il n'avait pas le rythme, il n'était pas confortable tout simplement de tout le week-end dans sa voiture. En fait, il avait beaucoup de mal à trouver un bon réglage pour pouvoir performer. La voiture était un petit peu trop neutre, donc on entend par là qu'il avait du mal à l'inscrire dans des virages rapides, elle n'était pas assez pointue sur l'avant. Problème moteur, deuxième fois en 3 courses, c'est absolument énorme. Alors le problème qu'on a eu sur la voiture de Verstappen n'est pas le même qu'on a eu à Bahreïn, fuite d'essence il me semble. Bref, heureusement qu'on a Perez qui prend le relais, remplit 100% du contrat, faire aussi bien que Verstappen quand Verstappen n'est pas là, donc être le meilleur derrière Charles Leclerc, j'ai envie de vous dire. Dans l'ensemble, je trouve ça un petit peu bizarre finalement, la perfo générale des Red Bull sur ce week-end face à la Ferrari, parce que le tracé de Melbourne, avec les améliorations qu'ils ont faites, ressemble beaucoup à Jeddah, là où Red Bull avait performé. Donc on a vu quelques petites upgrades quand même passer par-ci par-là, 2 configurations de voitures différentes chez Red Bull, et du coup ça n'a pas forcément bien fonctionné pour l'un ou pour l'autre, mais ça va leur donner finalement une direction pour s'orienter sur un chemin ou sur un autre d'ailleurs pour les prochaines améliorations, donc on verra ce que ça donne. Leclerc est donc tout seul en tête du championnat, Ferrari, même sans Sainz, toute seule en tête du championnat aussi. Cela montre à quel point finalement Ferrari est quand même très fort et a beaucoup optimisé ce début de saison, et à quel point une erreur ou un problème peut vraiment vous faire tomber très loin dans le classement, surtout en début de saison. Deuxième réaction, vous me connaissez, j'aime les belles histoires, et cette belle histoire elle s'écrit en 57 tours sur les pneus hard. Voilà une sorte de Nico Rosberg Russie 2014 pour ceux qui connaissent. C'est Albon qui l'a fait, et pour aller chercher le point de la P10 en partant dernier. Finalement, la Williams, un super rythme toute la course. Les pneus C2, donc les pneus durs, correspondent absolument parfaitement à cette Williams, visiblement. Petite sueur quand même dans le dernier tour quand la Williams est sortie des stands après un arrêt qui a un petit peu duré, notamment à l'avant gauche, je crois. Albon ressort face à Guanyu Zhou. Zhou a voulu croiser en sortie de virage 1, ça pouvait bien se passer, mais il s'est mis tout simplement une grosse écart, une grosse réaccélération, et il n'y avait absolument aucun grip sur tout le dernier tour, donc dommage pour Guanyu Zhou.
Chez Williams, on a suivi et finalement on a écouté sa propre voiture. On s'est concentré sur soi-même. Tant qu'on a du rythme, pourquoi rentrer? C'est une vraie question. Albon était devant, sans aucun trafic. Donc en fait, il pouvait envoyer un petit peu la sauce et puis enchaîner les bons tours pendant que Lance Stroll était à la bataille et faisait un petit peu le bouchon derrière. Donc c'était bénéfique pour Williams. Et du coup, ils n'ont pas succombé à la tentation de se calquer sur une autre voiture ou sur une autre stratégie d'un concurrent. Leur stratégie, en fait, c'était d'attendre aussi longtemps que c'était possible pour espérer un drapeau rouge, tout simplement, et pouvoir changer les pneus gratuitement et garder finalement cette 7e position où ils étaient. Ça s'est pas mal passé. Alors, c'est un risque en soi de faire ça, mais vu d'où ils partaient et le fait que leur simulation avant la course, ça les faisait arriver genre grosso modo P18, autant tenter le tout pour le tout. Donc bravo, ça fait du bien, c'est une vraie victoire pour Williams. Parce que mine de rien, à la régulière, ils sont quand même un petit peu loin, mais dans certaines conditions, la voiture, elle fonctionne très bien. Bon alors par contre, on n'a pas vu Nicolas Latifi de la course, le seul moment où on l'a remarqué, c'est malheureusement lors de son accrochage avec Lance Stroll en qualification. En fait, c'est vraiment une incompréhension entre pilotes qui peut arriver à n'importe quel autre pilote sur la grille, mais bon, là, c'est vraiment pas de bol. On avait failli avoir un très gros carton entre, je crois que c'était Lewis Hamilton et Sirotkin au Brésil en 2017 ou 2018, quelque chose comme ça, enfin bref. Du coup, je vous ferai une vidéo sur les rétroviseurs en F1 / monoplace, on va dire, parce que je pense sincèrement qu'on se rend absolument pas compte à quel point, on voit rien, que la taille des rétroviseurs est absolument toute petite, minuscule, et que les angles morts sont absolument gigantesques. Donc bon, je vais essayer de vous faire ça, je sais pas quand, mais je vais essayer. Troisième réaction, la casse. Encore la casse, toujours la casse. Le week-end d'Aston Martin est absolument catastrophique. Entre la voiture et les pilotes, il n'y a absolument rien qui va, c'est absolument terrible. Je dirais même que ça fait vraiment mal au cœur. Pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. Alors problème mécanique sur le moteur pour Vettel en FP1, donc faut tout changer. Du coup, pas de FP2. Du coup, il part en FP3 et il plante la voiture directement. Stroll limite quelques tours plus tard pour recasser la voiture en qualification avec Latifi. Et comme si on n'avait pas un goût suffisamment du travail inachevé, Vettel termine la voiture dans le mur pendant la course. Ouais. Bon, et puis alors, on ajoute à cela le fait de rouler avec le casque simplement posé sur le dessus de la tête en scooter à la fin de la FP1. Je vais faire typiquement mon vieux con pour le coup, mais je suis désolé, moi ça me hérisse le poil ce genre de scène. Alors aucun souci qu'ils prennent le scoot sans les mains, regardez, on rigole, on dit bonjour à la foule, etc. Il n'y a pas de problème, moi je suis pour ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais un pilote de Formule 1 qui se doit d'être un exemple, surtout en matière de sécurité qu'on nous rabâche tout le temps, là j'avoue que c'est un 0 pointé absolu. Et le pire, c'est qu'on sait tous qu'il veut pas faire de mal, qu'il veut pas faire chier, machin. Enfin, vous voyez quoi, je veux dire, c'est Sébastien Vettel. Mais devant des millions et des millions de spectateurs, après on nous rabâche la sécurité, etc. dans tous les sens, ce qui est nécessaire parce qu'il faut se protéger sur un deux roues. Mais bon, là, non. Enfin, je sais pas. Vous me direz, peut-être que je suis un vieux con, un vieux boomer à la con, dans les commentaires, vous me direz. Bref, résultat, Lance Stroll tente tant bien que mal de défendre en piste avec une voiture qui est, bon, relativement compliquée, mais en vrai, bon, il s'en sort pas trop mal. Pourtant, on a apporté un nouvel aileron arrière à Melbourne. Est-ce que ça a bien fonctionné ? On verra, je sais pas, je suis pas sûr. Et la stratégie, on partait sur un joli coup avec la safety car en début de course. Parti en hard, Lance Stroll, il s'arrête pour mettre les médiums et il se réarrête juste après pour remettre les hard. Ça aurait été assez intelligent finalement d'essayer d'aller au bout comme Alexander Albon. Mais bon, on n'a pas pris ce pari, on va dire, très osé. Justement, on a préféré le pit pendant la deuxième safety car. Donc en vrai, dans l'ensemble, stratégiquement parlant, plutôt bien joué de la part d'Aston Martin pour le coup, il n'y a vraiment pas eu d'erreur stratégique, bien au contraire. Et même Stroll, finalement, il partait en fond de grille, il est quand même plutôt pas mal remonté par lui-même avec des dépassements, donc plutôt pas mal. Bon, en revanche, les défenses de Monsieur Lance. Alors, j'ai l'impression aujourd'hui que dès qu'un pilote change de ligne, on appelle ça un zigzag maintenant, alors que pas vraiment. En fait, faut être plus précis que simplement dire zigzag encore une fois. Lance Stroll, comme Max Verstappen le faisait d'ailleurs au début de sa carrière en Formule 1, défend en réaction de ce que fait son adversaire derrière, c'est-à-dire que pour défendre, il va attendre que son adversaire aille par exemple à droite pour lui se déporter à droite. Et en fait,
c'est ça qui devient dangereux. Si en plus vous réagissez très tardivement, donc par exemple à l'abord d'un freinage, là c'est x2 en termes de dangerosité. Donc les deux Red Bull à Bakou en 2018, Vettel qui plante Verstappen à Silverstone en 2019, voilà, ça c'est des exemples de ce genre de défense en réaction à ce que fait votre adversaire. Parce que lorsque vous réagissez à ce que fait l'autre derrière, eh bien dans la manœuvre, entre guillemets, dans la globalité de la manœuvre, vous êtes à la bourre, grosso modo. Donc ça peut vite partir en carton, et en plus, dans votre manœuvre, si vous n'êtes pas clair sur votre intention de où vous voulez positionner votre voiture sur la piste, et ben là, c'est aussi le carton assuré. En revanche, se décaler en premier pour aller protéger la ligne intérieure et forcer son adversaire à choisir la ligne extérieure, par exemple, bah là, on défend en action et pas en réaction. C'est ça qu'on veut voir. Alors, j'ajoute aussi que, du coup, on peut défendre, hein, toujours en action, et donc se décaler et revenir sur la trajectoire une fois que la position a été défendue, donc généralement un petit peu dans la zone de freinage, grosso modo, tout en laissant la place à son adversaire. Ça c'est totalement autorisé puisque c'est marqué noir sur blanc dans le règlement sportif. Alors du coup, face à ce genre de comportement qui finalement est difficilement pénalisable réglementairement parlant, on dit juste que bah ouais, là t'as trop zigzagué entre guillemets en ligne droite, bah faut faire comme Bottas. Pour le coup, bah il suffit juste de retourner la technique de Lance Stroll contre lui, un coup pour dire je vais à gauche, et hop, finalement, je te fume par la droite, terminé, bonsoir. Voilà, ça c'est la fameuse feinte, le coup du dummy, comme disent les Anglais. Donc bon, c'est comme ça qu'il faut essayer de jouer sur Stroll. Bref, Aston Martin reste la seule équipe à ne pas avoir marqué de points et à rentrer avec beaucoup de carbone en moins. Hein. J'aimerais pas être au débrief avec le patron, Lawrence Stroll, pour le coup, parce que là, c'est même se dire s'il n'y en a pas un ou deux qui vont perdre leur job. Alors n'oubliez pas que le budget cap inclut la construction de la voiture et donc sa destruction. Si vous pétez plein de bagnoles, faudra les reconstruire et ça coûte de l'argent. Et c'est de l'argent qu'on n'investit pas dans les améliorations de la voiture, pour de la performance. Plus tu casses, moins tu progresses. Alors si on prend juste un exemple, Verstappen l'année dernière à Silverstone ou Schumacher cette année à Jeddah, Verstappen c'était à peu près 1 million d'euros qu'on estimait et là c'était entre 500 000 et 1 million pour Schumacher. Alors sur un budget de 140 millions de dollars, c'est pas ce qui va faire la giga différence, je pense, mais c'est quand même vachement con. Hein. Chaque équipe paye la voiture. Hein. On fait pas un constat non plus qui doit payer quoi, machin. C'est tu casses ta voiture, tu la payes. Quatrième réaction, malgré beaucoup d'aménagements sur ce circuit de l'Albert Park pour essayer de produire un petit peu plus de spectacle, et je pense que ça a quand même un petit peu aidé, finalement, globalement, pendant cette course, ça a été plutôt bof, quoi, j'ai envie de vous dire. Alors stratégiquement, c'était les médiums et les hards vu que les softs étaient vraiment beaucoup trop fragiles, donc ça limitait beaucoup la chose stratégiquement parlant. Même les médiums ont eu beaucoup de mal, comme nous l'a montré Franck Montagny sur Canal+, les pneus d'Alonso en médium étaient déglingués. Donc après 3 Grands Prix, je me dis que Pirelli a fait des composés peut-être un petit peu trop mous par rapport à ce qu'il faudrait en règle générale. Alors avant de leur jeter la pierre dessus, faut encore attendre d'autres circuits et surtout le développement des pneus 2022 a été fait sur des voitures de 2021, donc des voitures qui sont radicalement différentes des nouvelles. Donc forcément, c'était pas optimal et pas aussi précis qu'on l'aurait voulu pour développer ces nouveaux pneus, donc on espère que 2023 par exemple, ce sera beaucoup mieux. Bon alors même s'il y a un problème, on va dire plus d'un point de vue pneu, le circuit bénéficie pas de très gros freinage, ce qui enlève finalement des possibilités de dépassement. En fait, finalement, les lignes droites sont peut-être un petit peu trop courtes par rapport à la vitesse qu'on va emmener dans les virages. En fait, dans l'ensemble, on a ouvert les virages, très bien, pour justement permettre plus de deux de front, on va dire, et des attaques, mais en fait, ça réduit, entre guillemets, les zones de freinage, et donc c'est un petit peu plus tendu de venir faire les freins. En témoigne, par exemple, la difficulté de Pierre Gasly à se porter à hauteur de Lance Stroll. Bon, alors oui, bien sûr, l'autre, il zigzaguait, etc., mais voilà, on avait du mal à se porter à hauteur. Très dommage aussi de ne pas avoir gardé la 4e zone de DRS, ça pouvait créer une opportunité d'attaque, je pense à la chicane du 9 et du 10, même si on aurait eu quelques dépassements au DRS avant le freinage, donc ça aurait été un petit peu moins joli. Mais finalement, on aurait, je pense, rendu plus difficile la défense au virage 11 par conséquent. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Après, arriver à 2 de front, à la chicane rapide, faut avoir 2 pilotes qui se comprennent sur la piste et qui savent ce qu'ils font. Un peu à la Pérez Hamilton, c'était magnifique. Autrement, oui, ça peut vite un petit peu devenir dangereux vu les tout droits de Magnussen et de Sainz qui perdent un petit peu l'arrière de la voiture
sur un gros frein et qui derrière, en fait, une fois qu'ils ont traversé l'herbe, retraversent la piste derrière à grande vitesse. Donc, je comprends pourquoi on a retiré cette zone et effectivement, ça peut être un petit peu dangereux. Est-ce que la course en elle-même a été un petit peu plus plate, on va dire, que d'habitude, du fait qu'on n'avait presque aucun suspense sur, allez, la victoire de Charles Leclerc, on va être honnête, hein, et des écarts qui finalement étaient assez conséquents avec plus de difficultés à pouvoir tenter de dépasser, plus les safety cars qui ont plombé l'intérêt stratégique, je pense, pendant la course. Ouais, c'est un tout, quoi, on va dire. Alors, les voitures se suivent bien, par contre, je n'ose même pas imaginer la configuration de ce circuit avec les anciennes générations de F1, mais bon, 400 000 spectateurs et une belle ambiance qu'on adore à Melbourne pour une course qui est un petit peu bof, quoi. Bon, c'est un petit peu dommage. Melbourne, ça reste pour moi un classique du calendrier, donc faut absolument le garder. Mais bon, ouais, faut vraiment essayer de créer une ou deux très grosses zones de frein, quoi, parce que sinon, je suis pas spécialement convaincu par ce nouveau tracé, même si honnêtement, à piloter, je pense qu'il doit être assez kiffant. Alors, comme je vous l'ai dit l'année dernière à de nombreuses reprises, il nous faut aussi des courses comme celle-là, qui sont peut-être un petit peu plus ternes, un peu moins rocambolesque, on va dire, parce que la prochaine fois qu'on va retrouver, je sais pas moi, une bataille entre Verstappen et Leclerc, on va encore un petit peu plus la kiffer parce que on l'aura un petit peu plus attendu, qu'on aura de plus beaux dépassements, etc. etc. Là, j'avoue, j'ai pas ressenti le kiff des 2 premiers Grands Prix de la saison. 5e et dernière réaction, certains se foutaient de moi, visiblement, quand j'ai dit jeudi que les 2 McLaren dans le top 10 en course, c'était pas déconnant. On m'a pris un petit peu pour un fou. Bon, alors après, j'avoue que j'ai quand même été peut-être un petit peu optimiste sur une giga course de Carlos Sainz partant P9 pour aller chercher la P3. Voilà. Alors le circuit camoufle bien, comme Jeddah finalement, le problème des McLaren, à savoir les virages lents essentiellement. Le reste de la voiture fonctionne plutôt bien, pas d'amélioration sur cette voiture. Faut dire qu'on va gentiment attendre, comme la plupart des équipes finalement, Imola pour le coup pour amener de nouvelles améliorations et des grosses améliorations. Mais ça a fonctionné, forcément un petit peu de mal à rester accroché au Mercedes devant, mais avec quelques faits de course et quelques batailles devant, ils arrivaient quand même à bien se tenir. Alors mine de rien, McLaren est exactement comme Mercedes, à l'écoute des opportunités et présent à chaque fois pour toutes les saisir tout simplement. C'était le cas à Jeddah, c'est le cas en Australie, donc forcément au championnat ça fait super bizarre de voir Mercedes P2 devant Red Bull et McLaren P4 juste devant Alpine, quand on sait qu'à Bahreïn on s'était dit oh là là, ça part sur une Williamserie cette histoire, merde. Et Mercedes, Mercedes récupère les points que des Honda ou des Sainz mettent à la poubelle en début de saison. Non pas sans mal, puisque Hamilton s'est encore fait avoir par une safety car, ça commence à faire beaucoup du coup. Mais bon, ça permet quand même de voir aussi un vrai podium de George Russell qui s'est fait propulser, il était quoi, P7 ou P6 je crois, à la P3 directement, donc pas mal quoi. Alors du coup, pareil pour Alpine, surtout avec Fernando Alonso qui partait pour une P6 à Jeddah par exemple et qui abandonne sur problème mécanique et qui devait partir, on va dire, sur une P7 en course ici en Australie et qui finalement se fait déglinguer sa stratégie par la safety car. Et encore, je parle même pas du problème hydraulique qu'il a eu en qualif qui aurait pu le mettre en giga bonne posture parce qu'il était en Q3 et que c'était en train de taper un gros temps. Et ça fait un sacré gros manque de points malheureusement. Alors le truc important que je suis en train de me dire, c'est que comme les voitures vont devenir de plus en plus fiables, on va dire, tout au long de la saison, en théorie, enfin c'est comme ça que ça devrait évoluer, il y aura techniquement du coup moins d'opportunités de ramasser des points en fin de saison, comme ça, sur des problèmes mécaniques devant. Donc ce dont bénéficient par exemple les Mercedes jusqu'à présent de finir absolument toutes les courses, ce sera peut-être moins probable que, je sais pas moi, un Verstappen ait le même genre de situation avec des abandons sur casse mécanique qui arrivent devant lui en fin de saison, non? Donc bon, c'est une variable parmi plein d'autres, mais bon, pour être champion, il faut finir les courses. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires, on se retrouve dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le circuit Enzo et Dino Ferrari. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.